Combien de bougies on a? Combien de bougies on a, les hôtesses de l'air? Jérôme Pérou, le directeur de cet hypermarché, est d'humeur joyeuse. Les petits, on peut les mettre devant, parce que sinon ça risque de faire fade devant. Il organise aujourd'hui l'anniversaire de son établissement. Le moment est historique. C'est un moment important, c'est un moment symbolique. L'aventure de la grande distribution, c'est ici que tout a commencé. Donc, en 63, le magasin faisait 2500 m². Aujourd'hui, il en fait plus de 8000. Il y a un demi-siècle, c'est donc ici, à 30 km au sud de Paris, que les Français ont découvert la grande distribution. Le concept est révolutionnaire, 4000 produits alimentaires et textiles vendus sous le même toit, en libre service, à prix discount. Le traditionnel panier en osier est d'ailleurs remplacé par le caddie, car désormais, les clients achètent en quantité. Madame, est-ce que vous avez fait vos achats pour la semaine? Oh non, pour beaucoup plus que la semaine. Beaucoup plus que la semaine. Oh oui, oui, énormément. Et est-ce que vous continuez à aller chez les petits commerçants? Absolument pas. J'achète ce qui me plaît, je vois, je compare, et puis malgré moins tout, je cher fais quand même des économies. Oh oui. Les Français sont ravis, d'autres en revanche font la grimace. Car dès le début de son histoire, la grande distribution s'inscrit dans un combat en faveur du consommateur. Elle casse les prix face au commerce traditionnel, accusés de vendre leurs produits trop chers. La colère gronde, les petits commerçants descendent dans la rue. Ces gens-là vendent de la marchandise moins chère que nous la payons nous. La lutte est impossible, la lutte est impossible. Alors nous revenons au temps des seigneurs et des serfs, tout simplement. C'est l'esclavage, il faut planer ou ramper. Très vite, les hypermarchés se multiplient. Il y a 284 établissements en 1975, 767 en 1990 et plus de 1200 en l'an 2000. Entre eux, la concurrence fait rage. Après les épiciers, c'est au tour des fournisseurs de manifester leur colère. On redoutait les routiers, ce sont les agriculteurs qui entament l'épreuve de force. L'approvisionnement des grandes surfaces est bloqué dans une grande partie de la France. Risque de pénurie sur les produits frais. Les exploitants dénoncent les marges des supermarchés. Vous voyez un poulet à 4,40 €, le deuxième gratuit. Et comment ils peuvent donner ça gratuitement? À Sainte-Geneviève-des-Bois, ce sont justement les prix bas que l'on célèbre en fanfare. Pour son 50e anniversaire, le magasin a multiplié les promotions. Certains produits sont bradés. Nous avons décidé d'enquêter sur ces prix cassés. Et vous seriez d'accord, vous, pour nous laisser filmer les coulisses de votre établissement Sans aucun problème. Après de multiples échanges téléphoniques avec le service communication du groupe, nous n'avons jamais obtenu l'autorisation de filmer les coulisses de cet établissement. Pour nous, c'est le début du parcours du combattant. En 50 ans, les enseignes d'hypermarchés sont devenues très puissantes. Aujourd'hui, 7 grands groupes se partagent un marché d'environ 180 milliards d'euros. Le secteur est très bataillé. Les enseignes se livrent actuellement une guerre sans merci. Vous en êtes les témoins tous les jours devant votre poste de télévision. Aujourd'hui, on prétend tous être les moins chers. Exactement. C'est évident. C'est Discount Auchan, des centaines de produits à moins d'1 €. Tous se vantent de proposer des produits moins chers et taclent au passage la concurrence. Même chez Leclerc ou chez U, vous ne trouvez pas plus bas que chez Carrefour. Leclerc est plus cher de 3,9%. Saviez-vous qu'en moyenne, ils étaient moins chers chez Leclerc? Aujourd'hui, tout le monde veut faire pareil. Alors forcément, il y a de quoi perdre la tête. Ce qu'elle voudrait maintenant. Nous avons voulu savoir ce qui se cache derrière cette bataille de communication et qui sont les gagnants et les perdants de cette course au prix bas. Le commerce qui profite à tous. Pour savoir si la grande distribution profite réellement à tous, nous avons arpenté pendant plusieurs mois les rayons de vos hypermarchés. Il nous a fallu prendre un peu de hauteur pour mesurer les enjeux de ce secteur. Et c'est en coulisses que nous avons découvert un univers bien plus opaque qu'il n'y paraît. Il possède ses codes et son propre vocabulaire. Connaissez-vous le déréférencement? Avez-vous déjà entendu parler des remises et ristournes? À votre avis, c'est quoi le marché parallèle? Et le délotage, cela vous dit-il quelque chose? Ces termes constituent le cœur de la rentabilité des hypermarchés.
nous nous sommes intéressés aux fournisseurs, ceux qui travaillent avec la grande distribution. Vu les marges que nous avons actuellement, on ne peut pas continuer comme ça. Oui. Bon, il faut expliquer aux clients qu'on ne pourra pas toujours travailler sans rien gagner. Vous allez découvrir comment sont négociés les produits que vous consommez. Le concept, c'est de refuser toute hausse de tarifs, justifiée ou injustifiée. Nous, on peut se passer d'un fournisseur puisqu'on aura toujours le concurrent qui voudra prendre sa place et qui sera d'ailleurs prêt à payer pour prendre sa place. Les méthodes sont réputées impitoyables. Les grandes centrales de la grande distribution font la loi, comme elles le veulent. Enfin, nous avons découvert que pour augmenter leurs marges, certaines enseignes achètent désormais les produits stars des ventes dans les pays de l'Est. Là, il est marqué quoi, là? Je ne saurais pas vous dire parce que je ne parle pas polonais du tout. Donc ça veut dire qu'en fait, ces produits, ils ne sont pas fabriqués en France. Ces produits ne sont pas fabriqués en France, ils sont fabriqués en Pologne. Voici le dossier noir de la grande distribution. Finalement, après plusieurs mois de demande, un hypermarché a bien voulu nous recevoir. Il se trouve à Bruay-la-Bussière, une petite commune populaire du Pas-de-Calais. L'établissement, le voici. C'est un immense magasin de 12 000 mètres carrés. Comme la plupart des hypermarchés, il est installé à l'extérieur de la ville, au cœur d'une vaste zone commerciale, devenue en quelques années le nouveau centre économique de la commune, temple de la consommation. Stéphane Getturbig, c'est le directeur. La guerre des prix, il l'affiche fièrement. C'est lui qui donne le coup d'envoi des achats chaque matin à 8h30. Oui Marc, le magasin est bien donc c'est bon, on peut y aller, on ouvre. Allez, bonne journée. Cora Bruay, bonjour. Le centre commercial vos épaules. La direction et personnel vous souhaite une agréable journée. 7000 clients se pressent ici chaque jour. Cet hypermarché réaliserait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 40 ans, au moment de sa création, l'établissement était l'un des seuls installés dans les environs. Mais désormais, la donne a changé. Notre principal concurrent est à 5 minutes voiture. Donc on voit vraiment, on le visualise sur la carte. Et notre deuxième concurrent est lui à 10 minutes voiture. Environ 35% de sa clientèle fréquenterait également ces deux concurrents. La bataille est rude. C'est effectivement un combat sans fin, c'est bien pour ça qu'on met en avant de manière régulière nos promotions, qu'on essaye d'être le plus dynamique possible et qu'on essaye aussi de prendre des clients à la concurrence pour augmenter bien évidemment notre chiffre d'affaires. Prendre des clients à la concurrence et générer du trafic dans son magasin, ce sont les mots d'ordre. Pour ça, Stéphane casse régulièrement les prix en organisant des opérations promotionnelles. Fruits, fromages, viande. Vous l'avez sans doute remarqué, tous les hypermarchés multiplient les offres. En moyenne, 18% des produits sont en permanence vendus en promotion. Alors, on va aller chercher les compotes. Ça doit être par là. Sylvia est spécialement venue dans cet hypermarché pour profiter des offres du moment. Ça, ce sont les promotions de la semaine avec les articles à 50%, deuxième article à 50%. Le catalogue est devenu un outil marketing indispensable. On en reçoit chaque semaine dans notre boîte aux lettres. À l'intérieur, les offres sont alléchantes. Ça incite à acheter en plus grande quantité, mais toujours des produits qu'on aurait achetés de toute façon. Sylvia en profite surtout pour s'offrir des produits de grande marque, à prix cassé. Là, je gagne sur ce produit 1,03 € pour l'achat de 2 paquets. Dans ce rayon, toutes les références de la marque sont bradées. Une vendeuse annonce même une autre réduction. En sachant que tous les 2 achats, je vous remets également un bon de réduction que l'on va vous décompter en caisse aujourd'hui. Un bon d'1 € supplémentaire, l'affaire devient très intéressante. Promotion, réduction en caisse, mais comment l'établissement peut-il être rentable? Cette question, nous l'avons posée à Stéphane, le directeur.
prend en charge les promotions? Comment ça se passe? L'industriel prend une partie, donc baisse ses conditions d'achat sur la période concernée, et nous, distributeurs, on prend aussi une partie. Vous prenez aussi Ah oui, bien évidemment, on prend une partie. Systématiquement, ouais. Tout à fait. Pour connaître exactement ce qui est pris en charge par le magasin lors d'une promotion, nous sommes retournés devant l'offre des produits de grande marque choisie par Sylvia. Sébastien, le chef de rayon, va nous faire une révélation. Alors là, pour ce produit-là, pour les 25% de remise sur le produit, c'est le fournisseur qui va tout payer en fait. Ça vous coûte rien, vous? Voilà, si j'en vends 500, il va me payer 500 fois 25%. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. La marque finance tout ce qui est en catalogue. Selon ce salarié, cette promotion serait intégralement à la charge de l'industriel. Et pour la vendeuse? Vous êtes salarié de chez Cora? Non, du tout. L'animatrice, elle aussi, aurait été embauchée par l'industriel. Pour cette opération, le magasin n'aurait donc pas déboursé grand-chose. La marque concernée n'a jamais répondu à nos sollicitations. D'ailleurs, toutes les sociétés que nous avons contactées ont refusé d'aborder le sujet. La question serait sensible. Un seul a accepté de nous rencontrer. C'est un ancien commercial d'une multinationale de l'agroalimentaire. Il a travaillé pendant plus de 10 ans avec toutes les enseignes de la grande distribution. Cette parole est rare. Une seule condition. Aucune image, ni aucun enregistrement de lui ne doit être diffusé. Avec son accord, ses propos sont interprétés par un comédien. Nous l'appellerons Michel. Ces promotions sont imposées par le distributeur pour que, lui, il puisse continuer à être attractif sur la publicité pour, au final, attirer les consommateurs. Pour lui, ça ne lui occasionne aucun coût, mais beaucoup d'images positives. Et là, à tout point de vue, il perd pas d'argent et il arrive à attirer encore plus de clients tout en défendant son image de « je vends moins cher et je fais l'effort pour toi ». Selon Michel, les hypermarchés exigeraient de plus en plus de promotions aux industriels. En contrepartie, les enseignes s'engageraient à commander plus de marchandises. Mais voici ce qu'il arrive lorsque l'opération arrive à son terme. Voilà, c'est la fin de la promo. Je retire les produits. Après une semaine en tête de gondole, ces biscottes vendus en lot de 4 à prix réduit reprennent tout doucement la direction de leur rayon. Donc ce que je fais actuellement, je délote les produits. Donc en fait, pour les vendre à l'unité. Mais vous les avez achetés en promo pourtant ces produits? Absolument. L'idée, c'est faire un peu de rentabilité sur des fins de promo. Philippe semble n'avoir aucun scrupule à revendre au prix fort des produits achetés en réduction aux industriels. Et ça, le fournisseur, il est au courant que... Oh, bien sûr. Dans la majeure partie des cas, oui, ils sont au courant. Le délotage est une pratique très courante dans les hypermarchés. Dans la réserve, un autre employé délote des biscuits au chocolat. Et vous faites souvent des délotages comme ça? Ah oui, bien sûr. Hein. Pratiquement toute la semaine à peu près. En ce moment, il délote également ce café vendu initialement en format bon plan. Et le bon plan, c'est l'enseigne qui semblerait en profiter. En promo, le paquet coûtait précisément 1,015 €. Après délotage, il coûterait 1,56 €, soit plus de 50% de gains supplémentaires. Une bonne rentabilité pour un produit très apprécié des consommateurs. Mais ce ne serait pas le seul moyen pour les enseignes d'augmenter leurs marges. Cela ne se décide pas ici, mais dans les centrales d'achat. Elles sont peu connues du grand public, et pourtant il s'agit du cœur de l'activité des groupes de la grande distribution. En fait, les fournisseurs ne négocient pas en direct avec les hypermarchés près de chez vous. Explication. Avant, les magasins se fournissaient chacun de leur côté auprès du même industriel. Le rapport de force était plutôt en faveur du fabricant. Mais les choses ont bien changé. Pour obtenir de meilleurs tarifs, les enseignes ont créé ce que l'on appelle des centrales d'achat. Chaque groupe en possède au moins une. Leur rôle, négocier d'énormes volumes de marchandises auprès des fournisseurs pour ensuite les redistribuer à tous les magasins de l'enseigne. En regroupant leurs achats, les groupes de la grande distribution sont devenus très puissants, beaucoup plus puissants que la plupart des industriels. Les tarifs,
Les promotions, la naissance et même la mort des produits que vous achetez en supermarché, toutes ces décisions sont prises dans ces fameuses centrales. Aujourd'hui, elles dicteraient leurs lois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les 7 grandes centrales gèrent près de 80% des achats alimentaires en France. Elles sont devenues incontournables. Certains acheteurs profitent de cette position dominante. Ils savent bien que leur enseigne représente pour certains industriels jusqu'à 1/4 de leur chiffre d'affaires. Un déséquilibre dont profiterait la grande distribution durant la période des négociations tarifaires. Les négociations sont des moments très âpres entre le distributeur et le fournisseur. Les négociateurs traitent les commerciaux un peu comme des chiens. L'objectif, c'est clair, c'est la déstabilisation. Tous les fournisseurs que nous avons contactés nous ont confirmé que régnait de vives tensions en centrale d'achat. Aucune enseigne n'a accepté la présence de notre caméra durant les périodes de négociation. Après plusieurs mois de recherche, nous avons réussi à convaincre un de ces fameux acheteurs de nous dévoiler ses méthodes. Le rendez-vous est fixé au 3e sous-sol d'un parking. L'homme se veut discret. Il gère les achats de 20 fournisseurs. Chiffre d'affaires, 100 millions d'euros. Et en négociation, ce n'est pas un tendre. Le concept, c'est de refuser toute hausse de tarifs justifiée ou injustifiée. Nous, on peut se passer d'un fournisseur puisqu'on aura toujours le concurrent qui voudra prendre sa place et qui sera d'ailleurs prêt à payer pour prendre sa place. Comment ça à payer ? Si vous voulez travailler avec la grande distribution, il va falloir payer une multitude de services. Les services qu'on facture à nos fournisseurs sont toujours des pourcentages de leur chiffre d'affaires. Et selon les fournisseurs, ça peut aller jusqu'à 30-35% du chiffre d'affaires qu'on fait avec lui. En plus de négocier le prix des produits, certains hypermarchés imposeraient aux fournisseurs des services payants. Ces services seraient les anciennes marges arrière. Le mot est barbare, mais vous allez comprendre. Lorsque vous achetez un produit dans votre hypermarché, l'établissement réalise sur la vente des bénéfices, en moyenne 25% brut. C'est ce que l'on appelle la marge avant. Jusque-là, rien d'anormal. Mais pour obtenir plus de rentabilité, certaines enseignes auraient mis en place un vaste système. Facturer à leurs fournisseurs toute une série de services. C'est ça que l'on appelait les marges arrière. Aujourd'hui, on parle de remise globale ou ristourne plan d'affaires. Ces services sont inscrits noir sur blanc dans des contrats. Pour nous expliquer, ce négociateur en a reproduit un. Il concerne une société qui réaliserait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour chaque euro qu'on va facturer au fournisseur, il faut que nous facturions un service en face. Donc là, par exemple, sur 10 millions d'euros, on facture au fournisseur 1 million d'euros pour positionner ces 10 produits sur prospectus. Rappelez-vous, le catalogue que tenait entre les mains Sylvia. Eh bien, c'est l'un des services que paieraient les fournisseurs. Les sommes peuvent paraître astronomiques, car ils sont facturés en fonction du chiffre d'affaires de l'industriel. Le prospectus devient un moyen de facturer un service à nos fournisseurs et ça nous rapporte plus de facturer à ce service que ça nous coûte de le produire, évidemment. Donc c'est surfacturé? Oui, c'est surfacturé, comme pour le reste des liblés. L'idée, c'est de trouver à peu près tout ce qui est juridiquement valable pour facturer un service en contrepartie. Et il y aurait beaucoup d'options comme celle-ci. Un autre prospectus, 8% du chiffre d'affaires. Communication des statistiques de sortie de caisse, 5%. Communication sur la radio interne, 3% supplémentaires. Pour certains fournisseurs, les remises représenteraient 25% de leur chiffre d'affaires. Tous les jours, on entend des industriels, des petites PME qui nous disent c'est le dernier euro que je puisse vous donner, je suis à la limite, tous les jours, tous les ans, et toutes les PME nous disent la même chose. Si un fournisseur refuse de payer, qu'est-ce qui se passe? S'il ne souhaite pas les payer, c'est qu'il ne souhaite plus travailler avec la grande distribution ou avec notre enseigne. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le ressent. Du coup, s'il ne veut plus payer, nous, on n'a plus envie d'acheter ces marchandises. Nous nous sommes procuré les contrats de 3 autres enseignes. À l'intérieur, nous retrouvons le même genre d'intitulé de service. Dans celui-ci, il y a la participation à des salons organisés par les centrales. Il y a la radio,
ou encore la communication intranet. Dans celui-là, différentes apparitions dans les tracts nationaux sont proposées. D'après ces documents, ces facturations de services seraient soit calculées sur la base du chiffre d'affaires réalisé avec l'enseigne, soit payées sous forme d'une remise globale. Ces contrats d'accords commerciaux, nous les avons présentés à maître Franck Berthaud, spécialiste en droit de la grande distribution. Il défend de nombreux industriels. On peut s'interroger sur le fait de savoir si les prix payés sont véritablement en adéquation avec la valeur du service proposé et rendu en contrepartie de ce prix. Si un fournisseur est en relation avec une grande enseigne et qu'il réalise 20-25% de son chiffre d'affaires, vous pouvez bien imaginer qu'il ne va pas pouvoir se plaindre. Il ne le fera pas, il ne va pas aller devant un tribunal pour aller dénoncer telle ou telle pratique, il ne le fera pas. Aujourd'hui, selon ce négociateur, ces remises seraient devenues un maillon incontournable de l'économie des groupes de la grande distribution. Ces services, ils nous servent à deux choses, soit à garder de la marge, parce que comme toute entreprise, on en a besoin, soit à baisser nos prix de vente pour qu'on puisse avoir une politique commerciale agressive sur les produits qu'on a choisis auprès de nos concurrents et qu'on fidélise nos consommateurs. Ces remises seraient donc une réserve de marge que les enseignes sacrifieraient de temps à autre pour alimenter la guerre des prix. Voilà comment elles pourraient du jour au lendemain baisser leurs tarifs et affirmer être moins chères que leurs voisins. Parmi les acteurs de cette bataille, un homme a accepté de prendre la parole. Il s'agit de Serge Papin, le PDG de Système U. Il nie l'application des facturations de services présents dans les contrats 2014. En revanche, il admet que la dureté des négociations cause des dégâts considérables auprès des industriels de l'agroalimentaire. Je pense que cette guerre des prix détruit l'appareil agroalimentaire et bien sûr l'appareil agricole aussi, qui en dépend pour une grande partie. Donc on va en payer à vouloir regarder le prix à tout prix, on va en payer un prix beaucoup plus cher dans quelques temps. On pourrait croire que j'ai un discours paradoxal, parce qu'à la fois je pousse un signal d'alarme au nom de l'intérêt général, et en même temps, je représente une entreprise qui est dans la compétition et qui a des concurrents. Donc bien sûr, on essaie de faire des choses, mais à un moment, moi je ne peux pas non plus me retirer de la compétition du prix quand on sait l'importance que ça a quand même. Serge Papin jette un pavé dans la mare. Il faut dire que la guerre des prix fait régulièrement des victimes chez les fournisseurs de la grande distribution. L'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, vient d'ailleurs de tirer la sonnette d'alarme. Selon elle, cette année, 350 entreprises devraient mettre la clé sous la porte. 5000 emplois seraient menacés. Une seule société a accepté de nous faire part de ses difficultés. Elle se trouve à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. André Pecker est brasseur. Il produit de grandes marques, mais sa spécialité, c'est la bière de marque distributeur. Alors, vous voyez, ça, c'est du Hardinskoon. Là, c'en est un autre également. Aujourd'hui, 70% des enseignes se fournissent chez lui. C'est facile de travailler avec la grande distribution? Il faut se battre. Dire que c'est un client facile, peut-être pas, mais est-ce que vous avez quelque chose de facile? André Pecker le sait, le marché de la marque distributeur n'est pas simple. Il faut sans cesse produire à prix discount. Alors pour espérer être rentable, la règle c'est le volume. Toujours plus de volume. Chaque année, les cadences augmentent. On tourne 24-24. Ouais. Donc on est pratiquement plein. Maintenant, il suffit d'augmenter les cadences, toujours pour baisser le prix de revient. L'obsession d'André Pecker, c'est la rentabilité. Car sur chaque bouteille, il ne réalise qu'1,4% de marge. 10 fois moins que les distributeurs. Cette faible marge le rend très fragile. En plus, cette année, la grande distribution veut négocier les tarifs à la baisse. Et ça l'inquiète beaucoup. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que sa responsable des matières premières se prépare à lui annoncer une mauvaise nouvelle. Salut Véro. Bonjour monsieur. Ça va ? Au niveau du carton, on nous annonce 8% de hausse. Au niveau des capsules, avec le problème d'ArcelorMittal qui a fermé beaucoup de sites, on a une hausse de l'acier à peu près de 5%. Oui.
Et puis pour les bouteilles, alors les bouteilles au niveau des verriers, ce qui se passe, c'est les hausses d'énergie très importantes, gaz, électricité. Donc eux nous annoncent 2%. Ces hausses représentent 1,5 million d'euros, soit la moitié des bénéfices de la société. Cette somme, André doit absolument la préserver pour financer ses investissements en cours. Il faut absolument taper un petit peu en Europe, un petit peu partout. Hein. Voilà, tout à fait. Ça. Puisqu'on a même envoyé des demandes, des appels d'offres en Russie, en Turquie. Aujourd'hui, ils pensent cesser de travailler avec leurs fournisseurs français de verre. Désormais, les bouteilles viendront de Russie ou de Turquie, beaucoup moins cher. Il y a un impact sur tout ce qui est français, sur tout ce qui est création d'emplois, autre chose. Bien sûr que ça a de l'impact. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est le monde comme ça. André semble résigné, mais ce qu'il souhaite à tout prix, c'est maintenir les emplois dans sa société. Cet après-midi, il a réuni 2 de ses commerciaux pour leur annoncer qu'ils devront se retrousser les manches lors des négociations. Bon, donc j'ai regardé un peu toutes ces augmentations que nous allons avoir. L'ensemble, à peu près, fait 2,5-3%. D'accord. On ne pensait pas que ça allait être là, mais c'en est là. Alors, aujourd'hui, il faudrait qu'on grimpe au moins de ce prix-là si on ne veut pas perdre d'argent, quoi. Comme toujours, la distribution va nous dire qu'elle ne peut pas prendre un seul pourcentage de hausse. Maintenant, malheureusement, il y a un certain moment, on va finir au bras de fer, parce que, vu les marges que nous avons actuellement, on ne peut pas continuer comme ça. Ah oui. Bon, il faut expliquer aux clients qu'on ne pourra pas toujours travailler sans rien gagner. Les commerciaux, ce sont des centimiers. Pour maintenir la tête hors de l'eau, ils doivent obtenir 1 centime supplémentaire du litre. Et pourtant, cela semble mission impossible. Nous, ce qu'on veut, c'est stabiliser la marge de l'entreprise. On ne veut pas l'augmenter, on veut au minimum stabiliser dans la conjoncture actuelle. Je ne crois pas que si on vend aujourd'hui 24 bouteilles de bière qui sont vendues sur une marque distributeur aux alentours de 6,50 €, si demain elles étaient vendues 6,60 €, je ne crois pas que ça aurait un impact. Et ça représente le pourcentage dont on a besoin. Et comment ça se fait que la grande distribution ne souhaite pas augmenter ses tarifs alors? Parce que chaque distributeur, qui aujourd'hui par exemple est positionné à 6,50, ne veut pas être le premier à se positionner à 6,60. Il y a une hyper situation concurrentielle. Cette course au prix bas n'épargne aucun des fournisseurs de la grande distribution, des plus puissantes multinationales jusqu'aux petites PME. Le monde agricole, déjà en proie à une crise endémique, n'y échappe pas non plus. Quelque part en France, nous avons rencontré une productrice de fruits qui connaît bien les méthodes des centrales d'achat. Elles sont pas trop mal, elles sont en train de colorer. Voilà, on va les récolter dans 1 mois à peu près. Le commerce des produits agricoles possède un statut à part en France. C'est le seul secteur autorisé à vendre à perte. Comme d'autres, Jeanne a connu de nombreuses années de vaches maigres. Ce n'est pas pour ça que les enseignes lui ont fait le moindre cadeau. Alors il y a certaines années où on a versé des ristournes à nos clients qui étaient de l'ordre de 2,5 à 5,5% de notre chiffre d'affaires. Et ces ristournes au final correspondaient à des sommes qu'on ne gagnait même pas nous pour vivre au quotidien. C'était des années où on vendait à perte. C'est toujours très difficile de reverser entre 200 et 300 000 euros de ristournes à nos clients. Et en gros, si moi je disais je veux pas vous verser de ristournes, je ne pouvais pas travailler avec eux. C'était obligatoire. Payer des ristournes de fin d'année sur des bénéfices qu'elle ne faisait pas, la situation devenait intenable. En 2009, son syndicat professionnel a réussi à faire disparaître ses marges arrière. Jeanne pensait alors pouvoir souffler financièrement, mais certaines enseignes auraient trouvé la parade. 56 colis reçus, 56 colis refusés. On a une pénalité pour un montant de 100 €. Là, j'ai une autre pénalité pour 224 €. Ces factures, ce sont des pénalités de refus de marchandises envoyées par certaines centrales d'achat. Depuis 4 ans, elle en reçoit en pagaille. Ça correspond grosso modo aux rabais, remises et ristournes qu'on avait l'habitude de leur verser.
Comment faire pour que les pénalités rapportent de l'argent à l'enseigne? C'est relativement simple. Hein. L'enseigne a besoin, pour une promotion de, imaginons, 100 palettes de fruits. Elle en commande 120 ou 130. La consigne, c'est d'en accepter que 100 puisqu'elle en a besoin que 100. Et les 20 ou 30 palettes en trop sont refusées. Et ces 20 ou 30 palettes refusées rapportent de l'argent à l'enseigne puisqu'on applique sur la valeur de cette marchandise entre 10 et 30% de la valeur de cette marchandise en pénalité. Donc ça fait des euros encaissés directement sur les refus. Voici un contrat que nous nous sommes procurés. Les pénalités sont inscrites noir sur blanc. Elles ont toujours existé, mais n'étaient que très rarement appliquées. On nous signale qu'on a un refus de marchandises, donc 112 colis de marchandises refusées pour motif fruits mous à très mous. Qu'est-ce qui vous permet de penser qu'ils n'étaient pas trop mous, ces fruits? Cette marchandise, elle est issue d'un lot qui représentait plus que 112 colis. Et donc, le reste de la marchandise a été agréé chez le même client dans une autre plateforme. Donc, ce refus me semble totalement injustifié, abusif. C'est du vol, c'est du racket. Les propos de Jeanne sont impossibles à vérifier. Mais une chose est sûre, elle ne serait pas la seule à payer des pénalités. Les contrats en sont truffés, toutes les enseignes seraient concernées. Cette pénalité serait égale à 10% du montant de la commande le premier jour de retard, puis à 5% de la commande par jour de retard supplémentaire, et ce dans la limite de 25%. Jusqu'à 25% de pénalité pour 4 jours de retard. Cela peut éventuellement se comprendre, compte tenu du préjudice. Mais dans certains cas, pour seulement une demi-heure de retard sur les produits frais, le fournisseur devra payer une pénalité de 300 €. Et pour les produits en promotion, le montant de la pénalité est égal à 30%. Bon, là, c'est un forfait de 30%, indépendamment du nombre de jours de retard. Donc. Le distributeur il gagne presque plus d'argent si jamais le produit n'est pas livré, quoi. Si le produit est livré avec 24 heures de retard, ça n'empêchera pas au distributeur de revendre malgré tout ce produit et donc de réaliser sa marge. On peut effectivement s'interroger, se demander est-ce que ce n'est pas une source de revenus supplémentaire. Enfin, c'est évident que compte tenu de ces taux, c'en est une, oui. Il y a 4 ans, pour venir en aide aux fournisseurs, l'État a décidé de mettre son nez dans les contrats des distributeurs. Des centaines de documents sont épluchés et de nombreuses enseignes sont assignées en justice pour déséquilibre significatif. Ici, un distributeur est condamné à 1 million d'euros pour une clause abusive de révision de prix. Là, un autre est condamné à 600 000 € d'amende. Il imposait aux fournisseurs la reprise des invendus. Ces assignations de l'État n'ont pas plu à certaines enseignes, qui ont décidé de contre-attaquer. On a vu apparaître cette clause dans le contrat d'une enseigne où on peut lire « Les parties déclarent avoir négocié de bonne foi puis signé le contrat librement, sans aucune soumission de l'une à l'autre. Chaque partie s'engage à intervenir dans toute procédure ou instance qui viendrait être engagée par un tiers au contrat pour faire valoir sa position sur celui-ci tel qu'il a été négocié et conclu. » Qu'est-ce que ça signifie? Par cette clause, très clairement, le fournisseur s'engage à défendre le distributeur et le contrat devant le tribunal. Donc face à l'État? Face à l'État. Nous savons effectivement qu'il y a un déséquilibre. Il est évident qu'encore une fois, le rapport de force est tel qu'il y a un déséquilibre, que le pouvoir de négociation du fournisseur est très souvent limité, pour ne pas dire inexistant, donc que ça pose un problème, et donc que cette clause vise effectivement à se protéger contre cela. Cette clause visant à imposer aux fournisseurs de défendre l'enseigne devant les tribunaux est dans le viseur de l'État. En janvier dernier, le ministère de l'Économie a fait condamner le distributeur à 500 000 € d'amende pour déséquilibre significatif. Aujourd'hui, la situation est tellement critique que certains commerciaux de l'industrie agroalimentaire sont obligés de retourner sur les bancs de l'école. La question, elle est simple. Si vous voulez continuer à travailler avec nous, est-ce que vous avez les moyens ou non? Celui qui est en train de passer un sale quart d'heure, c'est Mathieu. Il tente de renouveler son contrat avec une enseigne de la grande distribution. L'acheteur s'appelle Olivier Loriol. Je m'en fous de votre F3. Je vais être très clair, je m'en fous. La F3, c'est l'une des familles de produits de Mathieu. Et vraisemblablement, l'acheteur ne semble pas satisfait de ses performances. Mais attendez, il n'y aura pas d'an prochain s'il n'y a pas de temps présent.
Je ne vous donne pas 2 mois avant que vous soyez viré en F3. D'accord? Donc si c'est ça votre challenge, bravo, il est quasiment atteint. Cette négociation est en fait un exercice. Cela dit, toute ressemblance avec la réalité est voulue. On n'est pas chez Biotiec des antécédents suicidaires ou des trucs comme ça? Olivier Loriol est un ancien acheteur de la grande distribution, reconverti dans la formation. Vous disiez déjà ça l'année dernière, j'ai payé pour voir, j'ai perdu. Menaces, vocabulaire familier, il emploie aujourd'hui exactement les mêmes méthodes qu'à l'époque où il était négociateur. Intégrer un carton gratuit par référence à la politique 2014. Un carton gratuit par magasin. Un carton gratuit par magasin, rien que ça. Aujourd'hui, Olivier Loriol prépare ses 3 commerciaux aux exigences toujours plus importantes des négociateurs. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'au bout de 20 ans, on en sera où, quoi. Moi, dans 20 ans, j'ai l'impression que j'aurais donné ma chemise, quoi. Il ne restera plus rien à la société. On sera juste à la limite de la survie. On est dans une espèce d'escalade comme ça, à toujours donner plus, et on n'a pas toujours les contreparties qu'on attend, donc on n'a pas toujours le retour en chiffre d'affaires. Et cette année, il pourrait bien tout perdre. Après avoir versé en 2013 à une enseigne jusqu'à 25% de son chiffre d'affaires sous forme de remise en tout genre, voici la lettre qu'il a reçue. Cette lettre doit être considérée comme faisant débuter un préavis d'une durée de 8 mois qui marquera le terme de nos relations commerciales. En clair, cette enseigne annonce la fin de leur collaboration avant même le début des négociations. Quand on reçoit un courrier de déréférencement avant l'entretien, on reçoit la grosse claque d'abord, et donc on arrive forcément mal à l'aise à l'entretien. Cette lettre, c'est la dernière trouvaille d'une enseigne pour intimider ses fournisseurs. Si la plupart d'entre eux acceptent les doléances provenant de la grande distribution, c'est qu'ils craignent une chose, la suppression de leurs produits. Cela s'appelle le déréférencement. C'est l'arme ultime des négociateurs pour faire plier les fournisseurs. En un clic, le produit ou la marque peut être effacé des carnets de commandes et quelques semaines plus tard, la référence disparaît des rayons. Chez certains distributeurs, on appelle cela le code 9. Le déréférencement est très courant. Il touche les petits comme les plus importants fournisseurs. Philippe Sassy est journaliste, auteur de La Grande Distribution, une corruption à la française. Pour ce livre, il a longtemps enquêté sur les activités des hypermarchés. Le déréférencement, c'est le contrat dans la mafia. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous ferai tuer. C'est la mort. Voilà. Donc vous acceptez mes conditions ou vous n'existez plus. Inutile de vous dire que personne ne peut résister à cela. Les grandes centrales de la grande distribution font la loi, comme elles le veulent. Généralement, les déréférencements s'appliquent dans le secret des box des centrales d'achat. Mais en janvier 2008, en pleine période de négociation, une grande enseigne a décidé de prendre à témoin les consommateurs en publiant une campagne choc dans la presse. Produits trop chers? Il ne nous reste qu'une solution. Ne pas les vendre. Dommage. Les négociations ne sont pas encore terminées que cette enseigne annonce déjà le retrait de ses rayons de 6 grandes marques. Parmi elles, un fromage, un produit de nettoyage ou encore une marque de brownie. Toutes sont accusées de vouloir augmenter leur prix entre 18 et 20%. L'annonce a un retentissement national. Ne cherchez plus la vache qui rit ou l'Ajax dans les rayons des magasins Leclerc. Ils sont retirés de la vente. Michel-Édouard Leclerc trouve que ce sont des produits trop chers. Je lance une partie de bras de fer avec les industriels qui produisent ces articles et dont je trouve que les hausses sont excessives et n'ont rien à voir avec la hausse des matières premières dont ils se prévalent, quoi. Vous voyez, quand on voit des articles augmenter de près de 20%, alors que les composants de matières premières représentent quelquefois moins de 10% de la valeur du produit, je trouve que ça déraille, quoi. Ce distributeur attaque publiquement les fournisseurs pour faire baisser leurs tarifs. La méthode est musclée, c'est du jamais vu. Les marques contactées n'ont pas souhaité s'exprimer sur la question. Seul un homme a accepté de prendre la parole.
À cette époque, Guy Schumacher est le patron de la marque de brownie. Aujourd'hui, il a revendu sa société. C'est la première fois qu'il s'exprime publiquement sur l'affaire. Comme tout le monde, il a découvert ce déréférencement dans la presse. On découvre l'affiche en début janvier. Après un petit moment, des mois, les choses se calment puisque nos commerciaux nous remontent l'information que c'est une campagne, puis voilà, c'est une campagne comme Leclerc sait les faire, et que ça n'influe en rien sur la finalisation de la négociation pour l'année 2008 qui doit se terminer autour du 15 février. Cette campagne serait donc un coup de pub sans conséquence. Pourtant, 15 jours plus tard, sans prévenir Guy Schumacher, l'enseigne met à exécution ce qu'elle avait annoncé. En l'espace d'une journée, tous les produits disparaissent. En l'espace d'une journée, les commandes s'arrêtent. Tout ce qui concerne le business entre Brossard et Leclerc s'arrête. Nous sommes donc en début février et il ne reprendra jamais, puisque la semaine suivante, au moment de la signature définitive des accords, nous n'obtenons aucun interlocuteur, aucun rendez-vous et bien sûr aucune signature. Vous, en tant que fournisseur, vous n'aviez jamais proposé une telle hausse? Jamais, au grand jamais. Cette hausse est d'autant moins crédible qu'elle correspond à un produit qui n'est pas en linéaire au moment où l'affiche paraît. C'est-à-dire que dans les accords que nous sommes en train de négocier, il n'y a pas ce produit. Donc Leclerc a inventé le produit qui n'est plus en linéaire, a inventé ce taux, lui a affecté 2 décimales après la virgule, ça fait quand même plus sérieux, excusez-moi, on sait de quoi on parle. Le brownie accusé était en fait un produit ponctuel créé uniquement pour une opération promotionnelle. Il ne faisait l'objet d'aucune négociation. Mais la machine est lancée, tous ces produits sont retirés de l'enseigne, 17% du chiffre d'affaires de sa société s'envole. Une centaine de salariés risquent le chômage technique. Au moment où j'ai lancé mon action au tribunal, la réaction et la sanction de Leclerc a été globale. C'est-à-dire qu'ont été déréférencés tous les produits également sous marque distributeur. En attaquant l'enseigne, Guy Schumacher perd 5% d'activité supplémentaire, soit un total de 22% de son chiffre d'affaires. Selon lui, l'enseigne aurait sacrifié sa société pour une vaste opération de communication et d'intimidation. Nous avons servi d'exemple, nous avons purement servi d'exemple, et ça participe à ce que j'appelle la théâtralisation, qui est destinée à terroriser les autres fournisseurs. Pour ce dévastateur coup de pub, la justice a condamné l'enseigne à verser 3 millions d'euros à la société de Guy Schumacher. Le groupement d'hypermarchés n'a jamais répondu à nos demandes d'interview. Ces méthodes musclées ne fonctionnent pas avec tous les industriels. Certaines marques sont bien plus puissantes que les hypermarchés. Retour à Bruay, dans le Pas-de-Calais. Ici comme ailleurs, les produits les plus vendus sont toujours les mêmes. Il y a un célèbre soda américain, un alcool à l'anis et cette pâte à tartiner. Ça, c'est un produit sur lequel vous faites de la marge? C'est le produit typiquement sur lequel on ne marge absolument pas. Mais il est incontournable. Vous faites zéro marge? Zéro marge. Il ne paye absolument rien. Pourquoi vous le vendez alors? Le but d'avoir une telle offre, c'est d'amener les clients, tout simplement. Et si on n'avait pas des produits comme celui-ci, on aurait beaucoup moins de clients de magasin. Donc il faut passer par ce biais-là pour attirer d'abord, avant de penser à faire des marges sur d'autres produits. Les produits stars ne seraient donc pas les plus rémunérateurs, bien au contraire. En négociation, ces marques seraient réputées coriaces. Mais là encore, certaines enseignes ont trouvé le moyen de les court-circuiter. Calais, dans le nord de la France. Bonjour monsieur, madame Véniel, gestionnaire des ventes pour la société Marge de Fou. Comment allez-vous? Nous sommes fournisseurs directs de produits de grande marque. Et nous, la politique de la maison, c'est que les marges soient dans votre poche à vous, tout simplement. Ce grossiste, créé il y a 1 an, est en train de faire du bruit dans le milieu. Certains hypermarchés s'arrachent ses produits. Le directeur s'appelle Laurent Ducrot.
Les produits les plus demandés et les plus vendus aujourd'hui sont les sodas. En deuxième position, on retrouve cette pâte à tartiner. Les clients, quand ils l'achètent chez moi, ils peuvent faire une marge brute de 30%. 30% de marge pour ce soda et jusqu'à 20% pour la pâte à tartiner. Une rentabilité inespérée pour un hypermarché. Et pourtant, Laurent l'assure, ces produits ne sont ni périmés, ni tombés du camion. Mais à y regarder de plus près... Il est marqué quoi là? Je ne saurais pas vous dire parce que je ne parle pas polonais du tout. Donc ça veut dire qu'en fait ces produits ne sont pas fabriqués en France? Ces produits ne sont pas fabriqués en France. Ils sont fabriqués en Pologne, mais ce sont exactement les mêmes que ceux que nous trouvons chez nous. La recette que nous connaissons en France est exactement la même qui est en Pologne. La plupart des produits qu'il vend ne proviennent donc pas des usines françaises. Ce qu'il pratique porte un nom. Cela s'appelle le marché parallèle. La démarche est controversée. Normalement, ce sont les fournisseurs officiels qui approvisionnent les hypermarchés. Ces deux marques possèdent leurs propres usines de fabrication dans l'Hexagone. L'une d'entre elles rappelle d'ailleurs fièrement que ces produits sont made in France et que la marque fait travailler 3000 personnes. En se fournissant à prix cassé en Pologne, Laurent casse le circuit traditionnel. Aujourd'hui, il livrerait une centaine d'hypermarchés français. La plupart des enseignes seraient concernées. Nous avons voulu remonter cette filière polonaise d'approvisionnement. Son fournisseur n'a pas souhaité nous rencontrer, mais après plusieurs jours de négociations, un de ses concurrents a accepté de nous recevoir et nous n'allons pas être déçus du voyage. La Pologne, c'est l'un des pays européens où la main-d'œuvre est la plus attractive. Le salaire moyen est 2 fois moins élevé qu'en France. En banlieue de Varsovie, nous avons rencontré Mehdi. Ce Tunisien installé ici depuis 10 ans est à la tête de cet immense entrepôt. Son job ? Trader en produits de grande marque. Il entrepose ici des milliers de références très appréciées du grand public, comme ses barres chocolatées, ses confiseries ou encore ses dentifrices. De quoi remplir la plupart des rayons d'un hypermarché français à moindre coût. Notre objectif, c'est d'acheter le moins cher en Europe. Et après, on revend ça en Italie, en Allemagne, en Hollande et bien sûr la France. Ce jour-là, Mehdi contrôle une livraison qu'il doit envoyer en France. Ce coca, il vient d'où, monsieur? Ça, c'est du coca polonais. Ça vient, on l'a acheté d'un hypermarché polonais. Pourquoi vous achetez pas directement à l'usine? C'est réglementé internationalement que Coca-Cola polonaise ne peut pas vendre ailleurs. Ce que veut dire Mehdi, c'est que la marque réserverait son soda fabriqué à moindre coût en Pologne au marché d'Europe de l'Est, histoire de ne pas concurrencer ses usines françaises. Mais Mehdi a trouvé une astuce. Il négocie une partie de sa marchandise directement avec ceux qui ont l'autorisation d'acheter, les hypermarchés locaux. Et là, croyez-le ou non, parmi eux, il y aurait Leclerc, Carrefour et Auchan. Chez eux, la bouteille de soda est vendue environ 4 zlotys, soit moitié moins cher qu'en France. L'opération est tout à fait légale, même si cela ne plaît pas beaucoup aux marques. C'est le libre-échange en Europe, alors on peut bien acheter puisqu'il est moins cher ici, et on peut vendre en Europe entière. Effectivement, l'Europe autorise la libre circulation des marchandises. Seule obligation légale, apposer à la main une étiquette de composition en français pour le marché hexagonal. Voilà comment, pour gagner quelques centimes de marge, certains produits parcourent plusieurs milliers de kilomètres en camion, histoire de rassasier la guerre des prix. Mais finalement, les consommateurs français profitent-ils réellement de ce tour de passe-passe entre enseignes européennes? Pour le savoir, nous sommes partis en Bretagne, à Lanester. Voici l'hypermarché réputé le moins cher du pays. Un membre du personnel est là pour nous accueillir. Nous avons l'autorisation de filmer, mais la direction semble vouloir rester discrète sur ses performances. Pourtant, l'établissement s'est illustré en créant le premier rayon Made in France, un vrai carton commercial. Le secteur boisson, lui aussi, est performant. Et là, bingo, le rayon propose de nombreux sodas fabriqués à l'étranger
En Espagne cette fois-ci, c'est l'autre patrie du marché parallèle. La bouteille est vendue 1,29 €. On trouve également des petits formats et même des canettes provenant de la péninsule ibérique. Ils ont des usines en France, Coca-Cola? Je ne sais pas trop comment ça se passe. En fait, nous, on a des offres, si tu veux, puis on prend un camion s'il y a une bonne offre. Et puis, D'accord. Parce que là, ça, c'est pas du Made in France, hein? Non, c'est pas du Made in France. C'est pas le Coca. Le Coca, c'est pas français non plus, l'origine. Non, mais il y a des usines en France. En moyenne, le soda espagnol coûte 20% moins cher que celui fabriqué dans l'Hexagone. Tant pis donc pour le Made in France. Et les produits ne sont pas toujours adaptés au marché français. Donc là, on a quoi comme prénom? Il n'y a pas de Philippe, là. Hein? Il n'y a pas de Philippe. Rosario, là, on a quoi? On a Ivan. Ah oui, Martha. Acheter une bouteille d'1,5 litre appelée Martha coûte donc ici 1,29 €. Mais ailleurs, combien cela coûte-t-il? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans un autre hypermarché situé dans la même commune. Là-bas, la bouteille fabriquée en France est vendue 1,29 €, exactement le même prix que le soda ibérique. Le consommateur ne profiterait donc pas du marché parallèle. Même si cela reste minoritaire en France, le marché parallèle est en pleine croissance. La société de Laurent prévoit de tripler son chiffre d'affaires en 2014. Cette bataille entre enseignes a certes permis de faire baisser de 2% le prix des produits vendus en hypermarché. Mais voilà, beaucoup d'acteurs du métier l'admettent. À ce rythme-là, les consommateurs d'aujourd'hui seront peut-être les chômeurs de demain. Tous ces beaux jeux inventés pour passer devant les premiers, pour que chacun soit écrasé si l'on refuse encore de plier les dégâts, les excès. Ils vont vous les faire payer, les cendres qui resteront, c'est pas eux qui les ramasseront, mais les esclaves et les cons qui n'auront pas su dire non. Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.